L'automne 1862 avait transformé la Louisiane en un paysage de feu et d'or. La guerre civile ravageait le pays depuis plus d'1 an, mais sur les rives du Mississippi, la plantation Belle Rose semblait épargnée par le chaos. Ces 300 hectares de coton continuaient de produire, ses esclaves travaillaient sous le soleil brûlant, et sa maîtresse, Marguerite Lavergne, veuve depuis 6 mois, gérait l'exploitation avec une poigne de fer qui surprenait tous les hommes d'affaires de la Nouvelle-Orléans. Marguerite avait 28 ans. Son mari, Édouard Lavergne, était mort à Charleston dans des circonstances que personne n'avait vraiment éclaircies. Certains parlaient d'un duel pour une dette de jeu, d'autres d'une fièvre qui l'avait emporté en 3 jours. Marguerite était revenue de l'enterrement avec un visage de marbre et n'avait jamais répondu aux questions. Elle portait le noir avec élégance, mais ses yeux verts ne trahissaient aucune tristesse. Juste une détermination froide qui mettait les gens mal à l'aise. La jeune veuve refusait de se remarier. Dans une société où une femme seule ne pouvait décemment pas gérer une propriété, elle brisait toutes les conventions. Elle négociait elle-même les contrats de coton, inspectait les champs à cheval, tenait les livres de compte jusqu'à minuit. Les hommes du comté ne savaient pas quoi penser de cette créature qui agissait comme si elle n'avait besoin de personne. Mais ce qui alimentait vraiment les conversations de Bâton Rouge jusqu'à Natchez, c'était Tombé. Ce géant noir de 2,20 mètres qui ne quittait jamais l'ombre de la grande maison. Édouard l'avait acheté 8 mois avant sa mort lors d'une vente aux enchères exceptionnelle à Mobile. Le marchand prétendait qu'il venait d'une lignée de guerriers d'Afrique de l'Ouest, que son père avait été un chef de tribu capturé lors d'une guerre. Vrai ou faux, personne ne le savait. Mais une chose était certaine. Tombé n'était pas un esclave ordinaire. Il ne travaillait pas dans les champs. Il ne portait pas de coton, ne soignait pas les bêtes, ne servait pas à table. Son unique fonction semblait être de rester visible, toujours là, une présence imposante qui suivait Marguerite comme une ombre protectrice. Les autres esclaves de la plantation le regardaient avec un mélange de crainte et de respect. Il parlait rarement, mangeait seul, dormait dans une cabane isolée, loin des quartiers des esclaves. Certains disaient qu'il avait tué un homme à main nue lors d'un combat clandestin à Mobile. D'autres juraient avoir vu des cicatrices tribales sur son torse nu qui racontaient des histoires de batailles anciennes. Charles Roussel fut le premier à se présenter. Riche planteur de coton de Natchez, 42 ans, 2 fois veuf lui-même, il arriva à Belle Rose par un après-midi d'octobre dans une calèche rutilante tirée par 4 chevaux. Il portait un costume gris perle qui avait dû coûter une fortune et tenait un bouquet de roses importé à la main. Marguerite le reçut dans le grand salon. Elle l'écouta poliment débiter son discours préparé sur les avantages d'une union entre leurs 2 propriétés, sur la protection qu'un homme pouvait offrir à une femme seule en ces temps troublés, sur sa fortune personnelle et ses relations politiques. Quand il eut terminé, elle le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Roussel, j'apprécie votre franchise, mais si vous souhaitez vraiment ma main, il y a une condition. » Roussel sourit, confiant. « Tout ce que vous voudrez, chère Marguerite. De l'or? Des terres supplémentaires? Un contrat de mariage avantageux? Non, vous devrez affronter Tombé dans un combat. Si vous gagnez, nous discuterons mariage. Si vous perdez, vous quitterez ma propriété et ne reviendrez jamais. » Le silence qui suivit fut si pesant qu'on entendait le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Roussel cligna des yeux, certain d'avoir mal compris. « Vous voulez que je me batte contre votre esclave? C'est exact. Un combat loyal, sans armes, jusqu'à ce que l'un de vous deux ne puisse plus se relever. Vous avez jusqu'à demain matin pour décider. » Roussel quitta le salon rouge de colère et d'humiliation. Mais il ne partit pas. Son orgueil ne pouvait accepter qu'une femme le défie ainsi, encore moins qu'un esclave puisse représenter un obstacle à ses ambitions. Le lendemain matin, il se présenta derrière la grande maison où un cercle avait été tracé dans la terre battue. Tombé attendait déjà, torse nu, ses muscles roulant sous sa peau noire comme des serpents vivants. Roussel retira sa veste, retroussa ses manches. Il avait boxé à l'université, participé à quelques bagarres dans sa jeunesse. Comment un esclave pourrait-il le battre? Le combat dura exactement 4 minutes. Roussel chargea avec l'arrogance de celui qui n'a jamais vraiment été mis à l'épreuve. Tombé l'esquiva avec une fluidité qui sidéra les quelques esclaves autorisés à observer. Le premier coup de poing de Tombé brisa 2 côtes de Roussel. Le deuxième lui éclata la lèvre.
Le troisième l'envoya rouler dans la poussière, crachant du sang et des dents. Marguerite regardait depuis la véranda, son visage impossible à déchiffrer. Quand Roussel essaya de se relever et s'effondra aussitôt, elle fit un geste de la main. 2 esclaves vinrent traîner le planteur jusqu'à sa calèche. Il quitta Belle-Rose sans un mot, le visage tuméfié, l'orgueil pulvérisé. La nouvelle se répandit comme un incendie dans tout le sud. La veuve Lavergne avait perdu la raison. Elle obligeait ses prétendants à combattre son esclave géant. L'histoire était si incroyable que personne n'y croyait vraiment, jusqu'à ce qu'Antoine Leclerc se présente. Leclerc était capitaine dans l'armée confédérée, en permission de 3 semaines après avoir été blessé à la bataille de Shiloh. Grand, musclé, habitué au combat réel, il débarqua à Belle-Rose avec la conviction qu'un soldat aguerri ne pouvait perdre contre un esclave, aussi imposant soit-il. « Madame Lavergne, j'ai entendu parler de votre condition particulière. Je l'accepte. Un homme qui ne peut pas défendre son honneur ne mérite pas d'épouse. » Marguerite le jaugeait du regard. « Vous avez combattu à Shiloh, capitaine ?»« Oui, madame. J'y ai vu des hommes mourir par centaines. Je ne crains pas votre esclave. Nous verrons cela demain à l'aube. » Le combat fut plus long que le précédent. Leclerc savait se battre, esquiver, porter des coups calculés. Pendant les premières minutes, il parvint même à toucher Tombé plusieurs fois au visage et au torse. Mais c'était comme frapper un mur de pierre. Tombé ne bronchait pas, ne reculait pas, attendait simplement son moment. Quand Leclerc commit l'erreur de baisser sa garde une fraction de seconde, Tombé l'attrapa par le bras et le projeta dans les airs comme un sac de grains. Le capitaine atterrit sur le dos, le souffle coupé. Il essaya de se relever, mais Tombé était déjà sur lui. Un genou sur sa poitrine, une main massive autour de sa gorge. Pas assez pour l'étrangler, juste assez pour lui faire comprendre qu'il pouvait le tuer en un instant. Leclerc tapota le sol en signe d'abandon. Tombé le libéra immédiatement et recula. Le capitaine se releva difficilement, le visage écarlate de honte. Il salua Marguerite d'un geste sec et partit sans un mot. Le troisième prétendant fut Henri Fontaine, un boxeur réputé de la Nouvelle-Orléans qui avait entendu parler des combats et voyait là une occasion de se faire un nom. Il ne voulait pas vraiment épouser Marguerite. Il voulait être l'homme qui avait vaincu le géant de Belle-Rose. Fontaine dura 7 minutes. Il était rapide, technique, savait comment éviter les coups lourds. Mais Tombé apprenait de chaque combat. Il était plus patient cette fois. Laissait Fontaine s'épuiser en esquive et en feinte. Quand le boxeur commit l'erreur de tenter un uppercut trop ambitieux, Tombé le saisit par le poignet, le fit tournoyer et l'envoya percuter le chêne centenaire qui bordait le cercle de combat. Fontaine s'écroula, inconscient. Il se réveilla 1 heure plus tard dans une charrette qui le ramenait vers la ville, avec 3 côtes cassées et une commotion cérébrale. Les prétendants continuèrent d'arriver. Certains par cupidité, d'autres par orgueil, quelques-uns peut-être par véritable intérêt pour Marguerite. Mais tous repartaient vaincus, humiliés, parfois gravement blessés. La réputation de Tombé grandissait. On disait qu'il était invincible, qu'il avait du sang de démon, que la veuve l'avait ensorcelé. Les histoires s'amplifiaient à chaque récit. Marguerite ne semblait jamais émue par ces spectacles violents. Elle observait chaque combat depuis la véranda, un verre de thé glacé à la main, son visage aussi inexpressif qu'un masque de porcelaine. Quand un prétendant tombait, elle tournait simplement les talons et rentrait dans la maison. Mais la nuit, quand tous dormaient, elle descendait parfois jusqu'à la cabane de Tombé. Il parlait à voix basse pendant des heures. De quoi? Personne ne le savait. Les esclaves qui travaillaient près de la grande maison juraient avoir entendu des rires, parfois. Des conversations qui ressemblaient à celles de 2 vieux amis, pas d'une maîtresse et de son esclave. Pour comprendre la véritable histoire de Marguerite et Tombé, il faut remonter 2 ans en arrière, avant la mort d'Édouard Lavergne, quand la plantation Belle-Rose était encore dirigée par un tyran brutal que personne n'osait défier. Édouard Lavergne avait épousé Marguerite quand elle avait 19 ans. Fille d'un petit commerçant de la Nouvelle-Orléans qui avait fait faillite, elle n'avait pas eu le choix. Édouard avait 40 ans, une fortune bâtie sur le coton et l'esclavage, et une réputation de homme dur mais respectable. Ce que personne ne savait, c'est qu'il était aussi violent qu'il était riche. Les premières semaines avaient été supportables. Puis Édouard avait commencé à boire.
D'abord le soir, puis l'après-midi, puis dès le matin. Avec l'alcool venait la rage. Il frappait Marguerite pour des broutilles, un repas trop cuit, une remarque qu'il jugeait impertinente, parfois pour rien du tout. Elle apprit vite à porter des robes à manches longues, même en plein été pour cacher les bleus, à maquiller les ecchymoses sur son visage, à sourire en société comme si tout allait bien. Édouard avait d'autres vices. Il organisait des combats clandestins entre esclaves dans une grange isolée au fond de la propriété. Des planteurs des environs venaient parier des sommes colossales sur ces affrontements brutaux. Les esclaves qui refusèrent de se battre étaient fouettés jusqu'au sang. Ceux qui perdaient trop souvent étaient vendus aux mines de charbon du Kentucky, ce qui équivalait à une condamnation à mort. Quand Édouard acheta Tombé à Mobile, ce n'était pas pour la protection de sa femme. C'était pour en faire son champion de combat. Le marchand avait vanté la force du géant, ses victoires dans des combats illégaux à Savannah et Charleston. Édouard avait payé une fortune, certain de récupérer son investissement en Paris. Le vrai nom de Tombé était Ayodele. Cela signifiait « la joie est venue à la maison » dans sa langue maternelle. Un nom ironique pour quelqu'un arraché à sa famille à 15 ans et vendu comme bétail. Il avait maintenant 32 ans et avait passé la moitié de sa vie à se battre pour survivre. Mais contrairement à ce qu'Édouard croyait, Ayodele n'était pas une brute sans cervelle. Il observait, écoutait, comprenait plus qu'il ne le laissait paraître. La première fois qu'Ayodele vit Marguerite, elle descendait l'escalier de la grande maison avec un œil au beurre noir qu'elle essayait maladroitement de dissimuler sous une voilette. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Il vit la douleur qu'elle cachait. Elle vit la rage contenue qu'il retenait. Ils ne dirent rien, mais quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance mutuelle de deux prisonniers dans des cages différentes. Les semaines suivantes, Édouard força Ayodele à combattre presque tous les samedis soirs. Le géant gagnait systématiquement, brisant les os de ses adversaires avec une efficacité mécanique qui ravissait les parieurs. Mais il ne prenait aucun plaisir à ses victoires. Chaque combat le dégoûtait un peu plus. Marguerite commençait à venir observer ces affrontements. Édouard l'y obligeait, voulant qu'elle voie la démonstration de sa puissance à travers son champion. Elle restait debout dans un coin de la grange enfumée, le visage impassible, pendant que les hommes hurlaient et pariaient sur la souffrance humaine. Une nuit de mars 1862, Édouard rentra ivre-mort après avoir perdu une grosse somme aux cartes. Il réveilla Marguerite en la tirant du lit par les cheveux et la frappa avec une violence qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Elle s'écroula, la lèvre fendue, le nez en sang. Puis Édouard eut une idée que son cerveau imbibé d'alcool jugea brillante. « Tu crois que je suis faible ? Tu crois que je ne sais plus me battre ? Je vais te montrer. Je vais affronter ce géant que j'ai acheté et je vais le démolir devant toi. » Marguerite essaya de le raisonner, mais il ne l'écoutait plus. Il sortit en titubant vers la cabane d'Ayodele et le tira de son sommeil en hurlant qu'ils allaient se battre immédiatement. Ayodele essaya de refuser, mais Édouard sortit son fouet et menaça de détruire tous les esclaves de la plantation si le géant n'obéissait pas. Ils se retrouvèrent dans le cercle de combat derrière la grande maison, éclairée par 2 torches. Édouard était ivre, déséquilibré, mais animé d'une rage qui décuplait ses forces. Il chargea comme un taureau furieux. Ayodele l'esquiva facilement. Il n'avait aucune envie de frapper son propriétaire, sachant que cela signifierait sa mort certaine. Mais Édouard ne lâchait pas. Frappait sans technique ni précision, insultait le géant en crachant sa haine. Marguerite regardait la scène depuis les marches de la maison, le cœur battant. Elle vit Édouard trébucher, se relever, charger à nouveau. Elle vit Ayodele reculer, encore et encore, refusant de riposter. Et soudain, elle comprit qu'elle avait le pouvoir de changer tout. « Ayodele !» Sa voix traversa la nuit comme une lame. « Défends-toi !» Le géant la regarda, surpris. Leurs yeux se rencontrèrent. Dans ce regard, Marguerite mit toute la haine accumulée pendant 9 ans de mariage, toute la douleur des coups reçus, toute la rage d'avoir été réduite à l'impuissance. Ayodele comprit. Quand Édouard chargea une nouvelle fois, le géant ne recula pas. Son poing partit comme un boulet de canon et percuta la mâchoire d'Édouard avec un craquement horrible. Le planteur s'effondra comme une poupée de chiffon, sa nuque heurtant le bord de la margelle du puits avec un bruit sourd. Le silence qui suivit fut absolu. Édouard ne bougeait plus. Du sang coulait lentement de son oreille. Marguerite descendit les marches, s'approcha du corps de son mari,
Elle posa 2 doigts sur son cou. Aucun pouls. Elle leva les yeux vers Ayodele. Le géant tremblait, comprenant qu'il venait de signer son arrêt de mort. On ne tuait pas un homme blanc, encore moins un planteur riche, même en légitime défense. Il serait pendu, ou pire, brûlé vif comme exemple pour les autres esclaves. Mais Marguerite ne hurla pas. Elle ne courut pas chercher de l'aide. Elle regarda simplement Ayodele et dit 3 mots qui changèrent tout. On va dire qu'il est tombé ivre et s'est fracassé le crâne sur la margelle. Tu ne diras rien. Jamais. Cette nuit-là scella le destin de Marguerite et Ayodele. Elle devint sa protectrice et il devint son arme. Pas une arme qu'elle brandissait pour tuer, mais une arme qu'elle utilisait pour maintenir le monde à distance. Les autorités vinrent enquêter sur la mort d'Édouard. Marguerite joua à la perfection le rôle de la veuve éplorée. Elle expliqua que son mari était rentré ivre, qu'il avait voulu boire de l'eau au puits, qu'il avait trébuché et était tombé. Les esclaves confirmèrent sa version. Personne ne posa de questions sur les ecchymoses sur le visage de Marguerite. Les femmes battues n'étaient de pas rares, et cela ne concernait personne. Après l'enterrement, Marguerite fit venir Ayodele dans la bibliothèque de la grande maison. C'était la première fois qu'un esclave entrait dans cette pièce. Elle ferma la porte et le regarda droit dans les yeux. « Je ne sais pas comment te remercier. Tu as tué l'homme qui a détruit ma vie et tu vas sans doute payer pour ça avec la tienne. »« Je sais, maîtresse. » La voix d'Ayodele était grave, résignée. « Non, tu ne comprends pas. Je ne vais pas te livrer. Je ne vais pas te vendre. Tu vas rester ici et tu vas m'aider à maintenir ma liberté. » Ayodele fronça les sourcils, ne comprenant pas où elle voulait en venir. « Les hommes vont venir. Ils vont vouloir m'épouser, prendre contrôle de mes terres, de ma fortune. Dans cette société, une femme seule n'a aucun pouvoir. Mais si je leur impose une condition impossible à remplir, je peux rester libre. Et tu es cette condition. » C'est ainsi que naquit le rituel des combats. Marguerite savait que peu d'hommes refuseraient le défi par orgueil et qu'aucun ne pourrait vaincre Ayodele. C'était sa façon de rester maîtresse de son destin dans un monde qui ne lui accordait aucun droit. Mais leur relation devint plus profonde que ce simple arrangement pragmatique. Les nuits où Marguerite ne pouvait pas dormir, hantée par les souvenirs d'Édouard, elle descendait jusqu'à la cabane d'Ayodele. Ils parlaient pendant des heures. Il lui racontait son village en Afrique, les baobabs géants, les champs de sa mère, la vie avant l'esclavage. Elle lui parlait de ses rêves d'enfant, de devenir peintre, de voyager en Europe, de tout ce qu'une femme de son époque ne pouvait pas faire. Ayodele lui apprit des mots dans sa langue. Elle lui enseigna à lire et à écrire en cachette, un crime passible de prison en Louisiane. Ils devinrent complices, puis amis, puis quelque chose de plus complexe que l'amitié. Pas des amants, mais 2 âmes brisées qui trouvaient du réconfort dans la présence de l'autre. Ayodele ne portait plus le nom de Tombé que dans les combats. Dans l'intimité de leurs conversations nocturnes, Marguerite l'appelait par son vrai nom. Elle avait découvert sa signification et trouvait cela douloureusement ironique. La joie est venue à la maison. Dans un sens tordu, c'était peut-être vrai. Leur alliance improbable leur apportait une forme de paix que ni l'un ni l'autre n'avaient connue depuis longtemps. Les autres esclaves de la plantation avaient compris qu'Ayodele n'était pas un simple esclave. Certains le jalousaient, d'autres le respectaient. Mais tous savaient que toucher à Ayodele signifiait s'attirer les foudres de Marguerite, et personne ne voulait ça. La maîtresse de Belle-Rose avait la réputation de traiter ses esclaves moins durement que d'autres planteurs, de ne jamais ordonner de fouet sans raison grave, de permettre aux familles de rester ensemble. C'était déjà beaucoup dans un système intrinsèquement cruel. Par un matin de novembre 1862, un homme arriva à Belle-Rose sans calèche rutilante ni costume coûteux. Julien Archambault se présenta à cheval, vêtu simplement, portant une sacoche de médecin usée. Il avait 35 ans, des cheveux châtains qui grisonnaient aux tempes et des yeux gris qui semblaient avoir vu trop de souffrance. Marguerite le reçut dans le salon avec sa politesse habituelle, s'attendant au discours classique sur le mariage et les avantages mutuels. Mais Archambault la surprit dès les premiers mots. « Madame Lavergne, je ne suis pas ici pour demander votre main. » Elle haussa un sourcil. « Vraiment ? Alors pourquoi êtes-vous là ? » « Parce que j'ai entendu parler de vos combats.
et que quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas cruelle. Vous protégez quelque chose. Je veux savoir quoi. » Marguerite sentit son pouce accélérer. C'était la première fois que quelqu'un voyait au-delà du spectacle. « Et si je refuse de vous répondre ? Alors je partirai. Mais je pense que vous avez besoin d'un allié, madame. La guerre change tout. Les anciennes certitudes s'effondrent. Le Sud va perdre, c'est mathématique. Et quand il perdra, votre situation deviendra très précaire. Vous êtes abolitionniste. » Ce n'était pas une question. Archambault hocha la tête. « Je le suis, discrètement, parce que je veux rester en vie. Mais je le suis, et je pense que vous aussi, à votre manière, vous luttez contre ce système. » Marguerite le jaugeait du regard. Cet homme était dangereux, pas par sa force physique, mais par sa capacité à voir la vérité. Elle pouvait le faire partir immédiatement, ou elle pouvait prendre un risque. « Suivez-moi. » Elle le conduisit jusqu'à la cabane d'Ayodel. Le géant était en train de réparer une selle, concentré sur son travail. Il leva les yeux quand ils entrèrent, surpris de voir Marguerite accompagnée. « Ayodel, je te présente le docteur Archambault. Docteur, voici Ayodel, l'homme que le monde connaît sous le nom de Tombé. » Archambault tendit la main. Ayodel la regarda comme si c'était un serpent venimeux. Personne ne serrait la main d'un esclave. Personne. « Je suis honoré de vous rencontrer, monsieur, » dit Archambault simplement. Lentement, prudemment, Ayodel serra la main tendue. Marguerite observait la scène, le cœur battant. Elle venait de franchir une ligne invisible mais définitive. « Racontez-lui, » dit-elle à Ayodele. « Raconte-lui tout. » Et Ayodele raconta. La mort d'Édouard, les combats, le pacte avec Marguerite. Archambault écouta sans interrompre, son visage devenant de plus en plus sombre. Quand Ayodel eut terminé, le médecin se tourna vers Marguerite. « Vous savez que si cette histoire se sait, vous serez pendu pour complicité de meurtre d'un homme blanc et lui sera brûlé vif ? » ?»« Je sais. Alors pourquoi me racontez-vous tout ça ? » ?»« Parce que vous aviez raison. J'ai besoin d'un allié. La guerre approche de la Louisiane. Les troupes de l'Union remontent le Mississippi. Quand elles arriveront, tout va changer. Et je ne sais pas si notre arrangement survivra à ces changements. » Archambault resta silencieux un long moment, réfléchissant. Puis il regarda Ayodele droit dans les yeux. « Si je vous aidais à fuir vers le nord, le feriez-vous » Ayodele jeta un coup d'œil à Marguerite. « Et elle ?»« Je viendrais avec toi, » dit Marguerite avant qu'Archambault ne puisse répondre. « Si nous partons ensemble. » Le médecin hocha lentement la tête. « C'est ce que je pensais. Vous n'êtes pas maîtresse et esclave. Vous êtes des survivants qui se protègent mutuellement. C'est rare, c'est dangereux, mais c'est peut-être la chose la plus humaine que j'ai vue dans ce pays pourri. » Les semaines suivantes, Archambault devint un visiteur régulier de Belle-Rose. Officiellement, il venait soigner les esclaves malades, ce qui donnait à sa présence une justification acceptable. Officieusement, il préparait une route d'évasion vers le nord pour Marguerite et Ayodel. Mais les nouvelles de la Nouvelle-Orléans devenaient de plus en plus inquiétantes. Des rumeurs circulaient sur une femme blanche qui vivait trop proche de son esclave géant. Des questions étaient posées sur la mort suspecte d'Édouard Lavergne. Le shérif du comté avait envoyé un message annonçant qu'il passerait à Belle-Rose avant Noël pour quelques vérifications de routine. Marguerite comprit que le temps était compté. Une nuit de début décembre, elle réunit Ayodele et Archambault dans la bibliothèque. « Nous partons dans 3 jours. Le docteur a arrangé un passage sur un bateau de marchandises qui remonte vers Memphis, puis nous continuerons par voie terrestre jusqu'à Cincinnati. »« Et la plantation ?» demanda Ayodele. « Je vais la céder à mon cousin qui vit à Bâton Rouge. Il n'a jamais été très malin, mais au moins il ne maltraitera pas les gens qui vivent ici. C'est le mieux que je puisse faire. » Les 2 jours suivants furent un tourbillon de préparatifs secrets. Marguerite vendit discrètement des bijoux et de l'argenterie, convertissant sa richesse en or facilement transportable. Archambault organisa les faux papiers qui transformeraient Ayodele en homme libre et Marguerite en sa sœur. C'était risqué, mais pas plus que de rester. La veille du départ, Marguerite fit une dernière tournée de la plantation. Elle regarda les champs de coton, la grande maison avec ses colonnes blanches, les chaînes séculaires. C'était sa prison dorée,
le lieu de ses pires souffrances, mais aussi de sa renaissance. Elle ne la regretterait pas. Cette nuit-là, pour la dernière fois, elle descendit jusqu'à la cabane d'Ayodele. Il l'attendait, assis sur les marches, contemplant les étoiles. « Tu as peur ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Toujours, mais moins qu'avant. Avant, j'avais peur de mourir esclave. Maintenant, j'ai peur de mourir pendant qu'on essaie d'être libre. C'est différent. » « Ton nom, Ayodele. La joie s'est venue à la maison. Tu crois que c'était prémonitoire ?» Il sourit, rare événement qui transformait son visage sévère. « Peut-être. Ou peut-être que ma mère savait simplement que la joie peut exister même dans les pires moments. Il suffit de la trouver dans les bonnes personnes. » Marguerite posa sa tête sur l'épaule du géant. Ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube. Deux âmes brisées qui s'étaient trouvées dans l'obscurité et avaient décidé de chercher la lumière ensemble. Le lendemain soir, sous un ciel sans lune, Marguerite Lavergne et Ayodele quittèrent la plantation Belle-Rose pour toujours. Archambault les attendait avec une charrette couverte. Ils prirent la route qui longeait le Mississippi, s'enfonçant dans la nuit comme des ombres fuyant le passé. Personne ne sut jamais avec certitude ce qu'ils devinrent. Certains disaient qu'ils avaient été capturés et pendus en Arkansas. D'autres juraient les avoir vus à Chicago après la guerre, tenant une petite clinique médicale pour les affranchis. Il y eut même une rumeur persistante selon laquelle un homme noir géant et une femme blanche avaient été aperçus à Paris dans les années 1870, vivant comme artistes dans le quartier latin. La vérité, personne ne la connaîtrait jamais avec certitude. Mais à Belle-Rose, pendant longtemps, les esclaves racontèrent l'histoire de la veuve qui avait défié le monde et du géant qui l'avait protégée. Ils la racontaient à voix basse, comme un conte d'espoir dans un monde sans espoir. Car au fond, l'histoire de Marguerite et Ayodele n'était pas celle d'une folle qui forçait ses prétendants à combattre. C'était l'histoire de deux prisonniers qui avaient trouvé un moyen de briser leur chaîne, pas par la violence révolutionnaire, mais par la solidarité silencieuse de deux êtres humains refusant d'accepter le destin qu'on leur imposait. Dans une époque qui niait l'humanité des uns et la liberté des autres, ils avaient créé leur propre définition de ce qu'être humain signifiait. Et peut-être que c'était là le véritable scandale de Belle-Rose, bien plus que les combats ou l'excentricité supposée de sa maîtresse. C'était la preuve vivante que les murs entre les races, les classes, les destins prétendument fixés pouvaient être traversés par ceux qui avaient le courage de regarder au-delà. La plantation Belle-Rose fut vendue et revendue au fil des décennies. La grande maison brûla pendant la reconstruction, reconstruite puis abandonnée. Les champs de coton cédèrent de la place à d'autres cultures, puis à des maisons modernes. Le cercle où Tombé avait combattu disparut sous les herbes folles. Mais l'histoire survécut. Elle survécut dans les murmures des descendants d'esclaves, dans les journaux intimes découverts dans des greniers poussiéreux, dans les légendes locales qui grandissaient à chaque génération. L'histoire de la veuve et du géant, de la maîtresse et de l'esclave qui avaient réécrit les règles de leur monde, ne serait-ce que pour un court instant. Et peut-être que quelque part, dans une ville lointaine où personne ne connaissait leur passé, Marguerite et Ayodele avaient effectivement trouvé cette liberté qu'ils cherchaient. Peut-être qu'ils avaient vécu assez longtemps pour voir l'esclavage aboli, pour marcher dans les rues sans craindre d'être séparés, pour simplement exister comme deux êtres humains égaux. Ou peut-être pas. Peut-être que leur fuite s'était terminée tragiquement, comme tant d'autres tentatives avant eux. Mais l'important n'était pas tant le destin final que le choix qu'ils avaient fait. Le choix de ne pas accepter l'inacceptable. Le choix de se battre, pas avec les poings comme dans ces combats spectaculaires, mais avec la plus puissante des armes, l'espoir obstiné que le monde pouvait être différent. C'est cette histoire que les gens de Louisiane racontent encore parfois, les soirs d'hiver quand le Mississippi charrie ses eaux noires vers le Golfe. L'histoire de la veuve de Belle-Rose qui défiait ses prétendants et du géant qui gardait sa liberté. Une histoire vraie dans son essence, même si les détails se sont perdus dans le temps. Car au final, toute histoire de liberté est une histoire vraie. Peu importe si elle s'est réellement passée exactement comme on la raconte. Elle est vraie parce qu'elle rappelle une vérité fondamentale, que l'esprit humain refuse d'être enchaîné, que la dignité ne peut être volée et que même dans les ténèbres les plus profondes, deux personnes peuvent se trouver et créer leur propre lumière. Et cette lumière, aussi fragile soit-elle, continue de briller à travers les âges
rappelant à ceux qui écoutent que le courage prend parfois des formes inattendues et que la vraie liberté commence quand on refuse d'accepter les cages que le monde construit autour de nous.